Donc, nous allons poursuivre cet après-midi sur les crises alimentaires en enchaînant avec une série de présentations par affiche par 7 étudiants. Donc, je vais les nommer dans l'ordre d'apparition, de présentation. Donc, Inès Sebaï, Anne-Nicolas Sage, Islam, tu es là, Sabrina Rimouche et l'autre Sabrina, les deux Sabrina Arazimovic. Ensuite, Sika Rose et en remplacement d'Annie Marquez, je vais présenter son affiche à la fin. Donc, s'il te plaît, Inès. Donc, bonjour à tous. En 2019, Santé Canada a révisé son guide alimentaire en mettant l'accent sur des recommandations basées sur des proportions plutôt que sur des portions. Pour évaluer l'adhérence à ces nouvelles directives, l'indice de saine alimentation au HEFI 2019 a été créé. Toutefois, les peuples autochtones vivant dans les réserves, ils ne sont pas inclus dans les enquêtes nationales utilisées pour calculer ce score, ce qui limite l'évaluation de la qualité alimentaire chez cette population. Donc, pour combler cette lacune, nous avons utilisé les données de l'étude FNFNIS, donc pour First Nation Food Nutrition Environment Study, en analysant les données de 6485 adultes dans 92 communautés au Canada afin de calculer leur score HEFI 2019. Donc, les résultats de cette étude montrent que le score moyen chez les adultes de Première Nation était de 35 sur 80, indiquant une adhérence sous-optimale aux directives alimentaires par rapport à la population canadienne, avec un score moyen de 44,7 sur 80. Nous avons également identifié plusieurs facteurs influençant la qualité alimentaire, tels que la région, l'âge de l'individu, le sexe, le niveau d'éducation, le revenu et surtout la consommation d'aliments traditionnels qui améliorent le score HEFI de 5 points. Donc, ceux qui ont mangé des aliments traditionnels avaient 5 points de plus sur leur score HEFI 2019 par rapport à ceux qui n'en ont pas mangé. Les résultats de cette étude soulignent donc l'importance des pratiques alimentaires traditionnelles, en particulier dans un contexte de crise en santé publique. En effet, la consommation d'aliments traditionnels peut jouer un rôle clé dans l'amélioration de la santé et le renforcement de l'identité culturelle au sein de ces communautés. Il met également en évidence le besoin d'interventions adaptées qui tiennent compte des facteurs culturels et sociodémographiques afin de promouvoir des habitudes alimentaires saines et durables. En conclusion, les résultats de cette étude montrent que valoriser les aliments traditionnels et comprendre leurs impacts peuvent conduire à des actions concrètes pour améliorer la santé, réduire les inégalités et renforcer la résilience au sein des communautés des Premières Nations. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas d'aller voir l'affiche en détail, de venir me poser vos questions et restez à l'afflux. Les résultats complets de cette étude ont été acceptés dans le journal APNM et seront donc publiés sous peu. Et vous allez probablement bientôt avoir les nouvelles dans l'infolettre du CRESP. Merci. Bonjour! Donc, aujourd'hui, je vous présente les résultats préliminaires du projet Comprendre la persistance versus l'arrêt d'utilisation de banques alimentaires à Montréal. Donc, la littérature rapporte qu'il y a certains utilisateurs de banques alimentaires qui ont une trajectoire d'utilisation persistante de ce service, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont arrêter. Toutefois, les circonstances autour de la persistance et de l'arrêt, il y a des lacunes de connaissances. Donc, l'objectif de mon projet est de mieux documenter les circonstances qui entourent la persistance et l'arrêt d'utilisation de banques alimentaires. Donc, ici, la définition d'un épisode d'arrêt, ça va être toute discontinuation d'utilisation d'une banque alimentaire rapportée par l'utilisateur. La durée minimale pour être considérée comme un arrêt, ça va être une discontinuation d'1 semaine sans utiliser la banque alimentaire en question. Et puis la persistance, ça va être une période de sa vie dans laquelle le participant rapporte avoir une utilisation récurrente de la banque alimentaire. Donc, si le participant dit qu'il y a plusieurs années, il a utilisé la banque alimentaire de manière récurrente, ça va être inclus dans l'étude. Donc, c'est une étude qualitative, c'est une analyse secondaire de données provenant de l'étude parcours. Et puis, la population à l'étude, c'est les individus qui ont initié dans les 6 mois précédents le recrutement à l'étude parcours l'utilisation d'un programme de dons alimentaires qui était offert par les organismes inclus à l'étude dans la région de Montréal. Donc, mon échantillon, c'est 12 participants de la région de Montréal du versant qualitatif de l'étude parcours. Et puis, c'était des entrevues individuelles semi-structurées de type récit de vie qui ont été conduites en 2022.
Donc, l'analyse a eu l'appropriation du contenu de recherche, l'extraction des verbatims liés à l'objectif et puis la création des catégories préliminaires inductivement. Donc, les résultats préliminaires, pour ce qui est des circonstances entourant la persistance d'utilisation, il y a 3 circonstances principales qui ont émergé. On a les ressources financières insuffisantes, par exemple, ne pas avoir un emploi. On a le mode de vie planifié permettant de vivre selon des valeurs, par exemple la réduction de gaspillage alimentaire pourrait être un exemple de valeur. Et puis on a la consommation de substances. Donc, comme pour expliquer, ça peut être une circonstance où l'utilisateur dépense une part significative de ses ressources financières sur la consommation de substances et puis va se rendre à la banque alimentaire. Ensuite, pour ce qui est des circonstances entourant l'arrêt d'utilisation, il y a 3 circonstances principalement qui ont émergé des données. On a l'augmentation du revenu. Donc ici, c'est l'obtention d'un travail et l'augmentation du revenu de sources gouvernementales principalement qui ont émergé. On a l'enjeu d'accessibilité à la banque alimentaire. Donc, par exemple, ça peut être par la fermeture du service d'aide alimentaire. Et puis, on a la décision d'arrêter influencée par sa perception de la banque alimentaire. Donc, je vous donne un exemple, avoir une perception négative de l'offre de service. Donc, aujourd'hui, je vous présente vraiment des résultats préliminaires. L'analyse est encore en cours. Et puis ici, c'est une analyse sur des épisodes d'arrêt et de persistance. Mais par exemple, quelqu'un pourrait avoir un épisode d'arrêt qui s'inscrit dans un épisode plus large de persistance. Donc, dans le futur, je vais aussi analyser avec les trajectoires globaux d'utilisation et ça devrait permettre une meilleure compréhension des phénomènes d'arrêt et de persistance. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Merci. J'attends un signal ou... Commencer. Ah, c'est le pointeur. Je peux revenir à la diapositive d'avant? Ah non. Est-ce que c'est juste le poster qui est affiché? Oui. Ah oui, d'accord, très bien. Super. Petit spoiler, je m'excuse. Donc bonjour à tous, je me présente Islam Azi, étudiant à la maîtrise en nutrition. Et aujourd'hui, vous allez voyager avec moi un petit instant grâce à notre étude qui porte sur l'impact de la consommation des aliments traditionnels andins sur la santé des femmes agricultrices en Équateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre étude s'inscrit dans un contexte de crise alimentaire mondiale, mais aussi de crise environnementale. Et principalement une transition nutritionnelle brutale qui sévit dans les pays du Sud global, comme par exemple l'Équateur, où cette transition-là impacte considérablement la santé et l'environnement des populations locales. Comme piste de solution, on va évaluer l'impact de la pratique de l'agroécologie et de l'alimentation traditionnelle andine portée par les réseaux alimentaires alternatifs. Et pour ce faire, la participation de plus de 1056 femmes agricultrices rurales, agroécologiques et conventionnelles nous a permis d'obtenir des données quantitatives sur l'alimentation traditionnelle, mais aussi sur la santé. Et l'analyse de ces données-là nous a permis en premier lieu d'identifier des aliments qui étaient plus consommés et connus que d'autres, ce qui pourrait être expliqué par leur disponibilité saisonnière et leur accessibilité régionale. Deuxièmement, cela nous a permis d'identifier des facteurs, des influences comme la pratique de l'agroécologie, l'âge élevé et l'origine autochtone comme des facteurs favorisant la pratique de l'alimentation traditionnelle andine. Et finalement, les résultats de santé nous ont pas permis d'associer la pratique de l'agroécologie, d'alimentation traditionnelle andine avec une meilleure santé des populations. Celles-ci ont même été associées à des IMC et des tours de taille plus élevés. Mais ce qu'il faut savoir, cela nous oriente vers l'importance des méthodes de consommation des aliments traditionnels andins, ainsi que des niveaux de pratique de l'agroécologie, dont l'inclusion permettrait une meilleure évaluation des impacts positifs potentiels de ces pratiques. Et il faut savoir aussi que notre étude s'inscrit fait partie du projet Comerredes, qui est issu d'une collaboration entre Flaxo Ecuador et la chaire Sciences de l'Université de Montréal, et dont la vision ne se limite pas uniquement à produire des résultats académiques, mais aussi de proposer un retour des résultats aux participantes, afin de les faire bénéficier de ce qu'on a appris grâce à elles,
Et comme exemple, on peut retrouver un sommaire vulgarisé des résultats clés, mais aussi des propositions comme des conseils nutritionnels sur la consommation des aliments traditionnels, et aussi des propositions de repas sains, équilibrés, durables et culturellement appropriés. Je vous remercie pour votre attention. OK. En fait, avant de vous montrer... c'est correct? Non, je sais, j'y arrive. Parce que je voudrais poser une question, en fait, avant de commencer la présentation. Puis si on voit les résultats, ben, ça va être un peu... OK, c'est correct. OK. Désolée, là. C'est pas grave, je me suis prise dernière minute. En fait, je voudrais savoir, donc déjà, bonjour. Moi, c'est Sabrina, je fais mon doctorat en nutrition sur la direction Jean-Claude Moubarak. Puis j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qui est le plus polluant? Est-ce que c'est de consommer 100 grammes de chips ou bien de consommer 100 grammes de pommes de terre préparées à la maison, avec cuites au four avec un petit peu d'huile d'olive? Donc, à lever de main, qui pense que c'est les chips? OK. Puis ceux qui pensent que c'est les pommes de terre? OK, bon, on a tranché. Mais en fait, on va regarder ça un petit peu plus en détail dans mon affiche. Donc, l'objectif ici, en fait, notre point de départ, ça a été le Guide alimentaire canadien, qui recommandait de consommer des aliments peu transformés et des aliments frais. Donc, pourtant, la consommation des Canadiens, c'est 50% quand même des calories qui sont consommées, qui sont des produits ultra transformés. Et il est donc crucial, en fait, de regarder quel est l'impact de ces produits sur l'environnement. Donc, notre objectif, ça a été de mettre en place, de développer une méthodologie qui permet d'évaluer la durabilité des aliments sous deux angles, donc leur niveau de transformation et leur impact sur l'environnement. Donc, pour ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a combiné l'approche d'analyse de cycle de vie pour la dimension environnementale et le système de classification NOVA pour l'aspect de transformation. Donc, on s'est basé sur le logiciel CIMAPRO et la base de données EcoInvent, qui nous ont permis de déterminer l'impact environnemental selon 18 indicateurs. Comme par exemple, bon, il y avait l'impact, enfin, l'empreinte carbone, l'utilisation d'électricité, etc. Donc, on a modélisé le cycle de vie de deux produits, donc du champ à l'assiette, donc de croustilles ultra transformées et de pommes de terre préparées à la maison. Et les résultats étaient parlants puisque les croustilles ultra transformées avaient environ 10 fois plus d'impact que les pommes de terre préparées à la maison. Et ce sur la majorité des indicateurs. Et lorsqu'on a regardé plus en détail, eh bien, c'est la transformation industrielle qui était le plus gros contributeur au niveau environnemental. Par exemple, 82% des émissions de gaz à effet de serre qui ont été émises, c'était dû à la transformation industrielle. Et donc, à ce moment-là, les croustilles se présentent comme un produit qui est dommageable tant pour l'environnement que la santé. Donc, en conclusion, les résultats obtenus sont cohérents avec les recommandations du guide alimentaire et la combinaison de cette approche qui vise à prendre deux méthodes comme l'analyse de cycle de vie et le système de classification NOVA nous permet d'avoir de nouvelles perspectives pour le choix d'aliments qui sont autant plus sains que durables. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Sabrina et aujourd'hui je vous présente mon affiche sur l'impact de l'agroécologie et des réseaux alimentaires alternatifs sur les choix alimentaires et la santé des femmes dans la région andine de l'Équateur. Alors, l'Équateur a dû faire face à de nombreuses conséquences sur l'environnement et la santé suite à l'introduction répandue des techniques agricoles modernisées nées de la Révolution verte, la détérioration des conditions agricoles et le réchauffement climatique
risque la production alimentaire future. En plus de cela, il y a plusieurs aliments traditionnels qui sont disparus et l'alimentation maintenant dépend fortement du riz blanc, du sel, du sucre et des aliments frits. Alors, on peut voir clairement qu'il y a le développement d'une transition nutritionnelle. En réponse au système agricole modernisé, un mouvement en faveur de l'agroécologie s'est développé en Équateur. L'agroécologie, c'est un type d'agriculture qui valorise vraiment la santé humaine, environnementale et animale. Ça combine les connaissances traditionnelles et scientifiques, ça valorise l'équité sociale, aussi les aliments traditionnels et ça protège les ressources naturelles. Il y a aussi les réseaux alimentaires alternatifs qui sont souvent utilisés dans ce contexte-là pour la communication entre les producteurs et entre les producteurs et les consommateurs. Alors, je souhaite comparer la nutrition et la santé des femmes, des agricultrices agroécologiques et leurs voisines qui ne s'identifient pas comme étant agroécologiques. Et j'aimerais aussi identifier les meilleures pratiques pour la santé. OK. Alors, on avait un peu plus que 1050 participantes et âgées de 18 à 75 ans. Avec chaque participante, on a fait des entretiens, on a pris des mesures anthropométriques, on a mesuré la pression artérielle, on a fait des prélèvements au bout du doigt et des rappels alimentaires de 24 heures. Alors, voici des résultats préliminaires. Alors oui, les agricultrices agroécologiques ont une alimentation qui est plus diversifiée. Par contre, même après qu'on a ajusté pour des variables telles que l'âge et aussi l'éducation et le revenu, ils ont aussi des taux plus élevés de surpoids, d'obésité, des triglycérides élevés et de l'hémoglobine glyquée élevée. Alors, cela suggère que nos messages qui encouragent une alimentation plus nutritives et traditionnelles sont probablement pas suffisantes. On doit aussi se concentrer sur la diminution du sel, la diminution du sucre, des aliments frits et des aliments ultra transformés. Et on va également devoir étudier et considérer et se préparer à d'autres conséquences inattendues du développement d'agroécologie. Alors, par exemple, une augmentation du niveau de stress à cause d'une charge de travail plus importante et aussi la stigmatisation des femmes en agroécologie. Merci. Alors bonjour, moi je ne viens pas vous parler d'alimentation, mais j'espère que ça va quand même vous intéresser. Mon projet, il porte sur la modélisation mathématique de la co-infection au VIH et au virus de Zika chez les femmes enceintes en Amérique latine et dans les Caraïbes. Pour mettre un peu de contexte, le VIH et le virus de Zika sont tous les deux transmissibles de la mère vers l'enfant et aussi de façon sexuelle. Donc on a mis en point un modèle multicompartimental qui comprend le compartiment des femmes enceintes organisé selon un modèle susceptibles, infectés ou co-infectés et rétablis. Leurs nouveau-nés qui sont soit en bonne santé ou soit avec des troubles congénitaux liés à l'infection maternelle à l'un des virus et les vecteurs capables de transmettre le virus de Zika selon une organisation susceptible ou infectée. L'objectif de cette étude, c'était de comprendre les dynamiques de la co-infection, de pouvoir prédire le nombre d'enfants nés avec des altérations du système neurologique ou des troubles congénitaux en fonction de la prévalence des virus, et aussi d'établir quelles mesures de contrôle étaient les plus efficaces afin d'améliorer la santé néonatale en fait. Ce projet s'inscrit dans la thématique des sociétés en crise, que ce soit écologique ou environnementale, de par le caractère vectoriel de l'infection au virus de Zika, puisque notamment à cause du réchauffement climatique, 1,3 milliard de nouvelles personnes pourraient être à risque de l'infection d'ici 2050. Mais il s'inscrit aussi dans le bloc de la crise alimentaire, car elle est aussi exacerbée par la crise économique et la crise écologique, et notamment en Amérique latine, et ça touche directement la santé publique, et notamment les populations vulnérables comme les femmes enceintes. D'ailleurs, il existe une association entre l'insécurité alimentaire et l'augmentation des comportements à risque pour l'infection au VIH.
Donc, nos résultats, on a calculé le nombre basique de reproduction pour la co-infection. Donc, le nombre basique de reproduction, en fait, ça donne le nombre d'infections secondaires à la suite d'une infection primaire dans 6 pays d'Amérique latine, du coup. Et il variait entre 0,09 et 1,29 en Bolivie et au Guatemala. On a aussi mis en évidence que l'introduction du virus de Zika chez les femmes enceintes, même lorsque la prévalence est aussi faible que 0,77%, ça a des conséquences très dramatiques pour la santé néonatale. Et enfin, on a appliqué à notre modèle des mesures de prévention et de contrôle des virus. Et on a mis en évidence qu'il était nécessaire d'appliquer différentes mesures telles que la prévention sexuelle, la prévention de la transmission vectorielle et le traitement du VIH et du virus de Zika dans la durée et d'une façon coordonnée afin d'améliorer et d'optimiser la santé néonatale. Merci. Bonjour, donc ça me fait plaisir de remplacer Annie. En fait, j'aurais vraiment aimé qu'elle soit là pour présenter cette innovation sociale-là qui s'appelle Hôpital solidaire. Des approches de prescription sociale par l'alimentation pour aider les personnes très vulnérables dans le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Donc, Hôpital solidaire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une concertation qui est née durant la pandémie et en réponse à la crise sanitaire et à la crise dans les services d'aide alimentaire qui fermaient ou est-ce qu'il y avait besoin de se réorganiser. Donc, le CIUS, donc l'hôpital Notre-Dame, s'est demandé comment est-ce que je pourrais exercer ma responsabilité populationnelle et quel rôle que je pourrais prendre comme système de santé dans la prise en compte des déterminants sociaux et la réduction des iniquités. Donc, avec l'aide de concert avec des organismes communautaires en alimentation, ce qu'ils ont décidé de faire comme innovation, c'est de se dire, OK, l'hôpital a une capacité résiduelle de produire des aliments et de pouvoir en servir, et donc, pourquoi pas pouvoir offrir des cartes repas pour permettre aux usagers du CIUS de venir consommer un repas chaud dans un environnement accueillant et de ce fait, essayer de décharger un petit peu les organismes communautaires qui étaient surchargés. Donc, et ça, on appelle ça, cette approche-là de prescription sociale parce que c'est le rôle des systèmes de santé pour pouvoir agir sur des déterminants sociaux de la santé, comme l'alimentation, à travers l'art, à travers l'activité physique, les bains de forêt, etc. Donc, ce sont des approches qui sont très en vogue. Et le projet, en fait, ça se trouve à être des professionnels de la santé qui vont prescrire des cartes repas hôpital à leurs usagers en externe. Donc, dans la fiche, Annie vous décrit comment a été mis en place cette innovation sociale-là. Donc, elle a commencé en 2020. En 2021, ils sont allés chercher du financement supplémentaire. Ils sont allés aussi augmenter, en fait, depuis 2023, ils ont implanté Hôpital solidaire dans un deuxième hôpital qui est l'hôpital de Verdun. Et ils ont élargi un petit peu la possibilité de prescrire ces cartes repas-là à d'autres, en fait, de permettre à des organismes qui viennent en aide aux itinérants de pouvoir distribuer ces cartes repas-là. Et donc, à travers son travail dirigé, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu remarquer que, donc, en l'espace de 3 ans, il y a 189 intervenants avec 13 titres d'emploi qui ont prescrit les cartes repas à leurs patients. La moyenne, c'est 100 $ par mois, c'est pas rien, là. Ça donne droit à 10 repas selon le prix conventionnel à l'hôpital, ce qui est pas négligeable. Et en fait, souvent, c'était prescrit lors de leur rendez-vous, puis un des résultats qui a été remarqué, c'était que... il faudrait que j'arrête. Donc, ce qui a été remarqué, c'est que ça renforce la relation thérapeutique. Ça a aussi beaucoup réduit les incidents à la cafétéria, les incidents de vol et d'agressivité. Puis ça leur a donné de la dignité aux patients. Donc,
Pour nous, il y a un futur de ce type d'intervention-là. Actuellement, il est sur pause parce qu'on manque de subventions. Donc, voilà, il n'est pas supporté par les fondations pour l'instant. Donc, voilà, c'est tout. Merci. Excusez. Je faisais ça à main levée. Donc, on continue. Donc, il n'y a pas de période de questions pour les présentations par affiche. Donc, on va passer à la prochaine ronde de présentation. Je vais accueillir, s'il vous plaît, Marine Hubert à venir présenter. Je ne suis pas dedans. Merci. Est-ce que je peux prendre le micro? Je vais passer, je pense. Merci. Donc bonjour à tous. Donc je me présente Marine Hubert, puis aujourd'hui ma présentation s'intitule Prévention des zoonoses et sécurité alimentaire au Burkina Faso et au Sénégal, le rôle des femmes éleveuses. Faut que je trouve comment ça marche. Oui. Donc en fait cette présentation s'inscrit dans un projet qui est beaucoup plus large qui s'appelle le projet ELUSO. ELUSO est un acronyme pour Elle lutte contre les zoonoses parce qu'on va parler des femmes au Burkina Faso et au Sénégal qui luttent contre les zoonoses. Donc d'abord un petit peu de contexte. Il faut savoir qu'en Afrique subsaharienne, 52% environ de la population vit d'une activité agricole, incluant l'élevage, et l'élevage représente vraiment une source d'apport alimentaire et une source de revenus qui est cruciale et vitale pour les communautés, et notamment en milieu rural encore plus crucial. On sait que les femmes jouent un rôle dans l'élevage, donc elles pratiquent cette activité, et il faut savoir que dans ces pays, dans beaucoup de pays d'Afrique et notamment au Sénégal et au Burkina, il y a des activités d'identification des zoonoses qui ont été identifiées au niveau national pour la priorisation. Les lacunes qu'on a par contre, c'est qu'on a peu de données vraiment générales sur l'élevage et encore moins sur le rôle vraiment des femmes concrètement. Les zoonoses qui sont identifiées aussi au niveau national ne fitent pas forcément avec les besoins locaux, donc on ne sait pas si les communautés sont touchées par ces zoonoses et les ressources qui sont mises en place pour les contrôler, elles n'y ont pas forcément accès. Donc c'est un problème. Donc l'enjeu que je vous pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions d'élevage et le contrôle des maladies dans des communautés rurales comme celle-là, sans au final créer plus de vulnérabilité économique et alimentaire, puisque c'est vraiment un besoin crucial pour eux. Donc c'est un peu le contexte de ce projet ELUSO, qui est en fait un projet pilote qui vise à renforcer donc cette lutte contre les zoonoses en passant par les femmes qui font de l'élevage. Donc c'est un projet qui est né de la collaboration de 3 pays, donc le Sénégal et le Burkina, mais aussi le Canada. Puis c'est un projet de co-construction avec des communautés qui adoptent une approche une seule santé, via notamment l'inclusion d'une équipe qui est pluridisciplinaire. Et la grande particularité de ce projet, c'est que de base c'est un projet de développement, donc ça implique des méthodes de mise en œuvre dans lesquelles on a intégré des méthodes de recherche. Donc c'est assez complexe et on est vraiment une très grosse équipe à travailler là-dessus, comme vous pouvez le voir, puis c'est qu'une partie des participants. Donc, si vous êtes un peu familier avec les méthodes de mise en œuvre, ça démarre toujours par un résultat comme ultime, là, la finalité du projet. Puis la finalité du projet, c'est vraiment l'amélioration de la santé communautaire dans les communautés qui font de l'élevage en passant par les femmes. Donc, les objectifs de recherche qu'on a intégrés là-dedans, donc c'est vraiment la surveillance et l'amélioration du contrôle des zoonoses. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va développer des interventions ciblées sur les maladies qui sont transmises par les animaux d'élevage et élevés par les femmes. On veut ensuite évaluer l'efficacité de ces interventions, puis on veut cibler certaines d'entre elles selon les besoins des communautés, et finalement on veut voir qu'est-ce qui existe déjà pour ces maladies, donc est-ce qu'il y a des programmes de surveillance ou autres, puis voir si on peut améliorer ça. Donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques résultats préliminaires de ce projet. Donc ici simplement c'est nos lieux d'intervention au Burkina Faso et au Sénégal. Donc les données à collecter, je vais commencer par ça parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un projet de cette envergure? C'est qu'on doit faire un état des lieux de la situation. Donc qu'est-ce qui se passe dans nos communautés? Donc on a fait une étude transversale descriptive où on a collecté un paquet de données sur différentes thématiques, donc notamment les connaissances sur l'approche une seule santé, les pratiques liées à l'élevage, des aspects de sexospécificité, des questions de rendement liées aux animaux, etc. Puis comment est-ce qu'on a collecté ces données? Donc on a utilisé des méthodes mixtes. Donc on a fait des revues littérature, on a fait des approches quantitatives, des enquêtes, et des approches qualitatives via des entrevues, des focus group et des marches participatives. Puis moi, je vais vraiment me concentrer aujourd'hui sur les revues et les enquêtes parce que c'est sur ça qu'on a déjà des résultats.
Donc les revues, je vais dire ça vraiment rapidement, mais donc on fait 2 revues. On a une revue sur vraiment les zoonoses qui circulent en général au Sénégal et au Burkina Faso, transmis par le petit élevage, chez les femmes toujours, et une revue sur le contrôle et l'accès qu'ont ces femmes sur les ressources dans les communautés. Donc globalement, la méthodologie, c'est qu'on a identifié des mots-clés, on a fait tourner une stratégie de recherche dans des bases de données que vous voyez ici, puis on a défini des critères d'inclusion pour inclure les articles et on a raffiné ces critères. Pour l'enquête, donc on a fait un échantillonnage probabiliste à plusieurs degrés. Donc ce qu'on a fait, c'est que dans chaque pays, on a été sélectionné 5 départements. Ensuite, dans chaque département, on a sélectionné un village sur base de ceux qui faisaient de l'élevage. Ensuite, dans chaque village, on a sélectionné des ménages, toujours sur base de ceux qui faisaient de l'élevage. Puis on a sélectionné des hommes et des femmes qui sont notre unité épidémiologique en fin de compte. Donc pour le design du questionnaire, vous vous rappelez, je vous parlais de toutes mes thématiques au début. Donc on a designé en fait plein de questions autour de ces thématiques qu'on a vraiment raffinées, qu'on a testées. On les a évidemment adaptées au contexte socio-culturel. Puis on a scindé ce questionnaire selon les participants sollicités. Puis il y a eu vraiment toute une logistique de terrain pour tester en contexte local avec la langue, etc. Puis vous allez voir que c'était une grosse enquête, donc la logistique de terrain était assez colossale. Au niveau des résultats, donc toujours les revues, je ne vais pas m'attarder, mais vous pouvez trouver les protocoles si ça vous intéresse sur Prospero ESF Registry. Mais globalement, on est en phase de lecture complète, donc je n'ai pas beaucoup de résultats à vous présenter, mais globalement, c'était pour vous dire ça. Pour les enquêtes, donc c'est la partie qui nous intéresse aujourd'hui. On peut voir qu'on a fait l'enquête en juin 2024, puis on a eu vraiment beaucoup de personnes qui ont été interrogées, donc presque 3000 au total, incluant plus de 50% de femmes, puis c'était voulu. Puis une première disparité que vous pouvez voir, c'est que les femmes chefs de ménage sont vraiment une minorité. Là, c'est vraiment principalement des hommes. C'est un peu plus élevé dans certains villages du Sénégal, mais ça reste quand même vraiment une minorité, donc c'est une première disparité. Puis ici, je voulais vous montrer les pourcentages des femmes qui font partie des associations d'agricultrices, parce que c'est des femmes qui sont très actives au sein des communautés et on voulait les identifier pour travailler avec elles en fait. Puis ici, par rapport aux espèces d'animaux élevés dans les villages, vous pouvez voir la répartition des différents animaux. Ici, j'insiste vraiment que c'est du petit élevage, donc c'est des petits animaux. Donc vous avez les porcs, la volaille, la chèvre et les moutons. Donc vous pouvez voir au Sénégal, donc c'est vraiment pas mal de la volaille et de la chèvre partout, en priorité. Puis au Burkina Faso, ça dépend vraiment des villages. Là, on a parfois plus de porcs, parfois plus de volailles, etc. Puis ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est demander aux femmes éleveuses, ok, quel est l'animal, si vous devez en choisir un parmi ceux que vous élevez, que vous considérez comme prioritaire, lequel est le plus important en termes de sources de revenus et de sûreté alimentaire. Puis vous pouvez voir au Sénégal, dans tous les villages, ils ont identifié les petits ruminants, tandis qu'au Burkina, ils ont identifié les petits ruminants, la volaille et le porc selon où on se trouve dans les villages. Donc l'étape suivante, c'était de leur dire, ok, maintenant on a identifié ces animaux, qu'est-ce que vous faites du revenu de ces animaux, de cet élevage? Puis on a vu qu'en fait, dans la majorité des cas, ils disent que c'est pour acheter de la nourriture, que c'est pour lutter, pour se soigner ou pour envoyer les enfants à l'école. Puis au niveau des préoccupations, donc on leur a demandé quelles sont vraiment leurs préoccupations concernant ces animaux. Donc vous pouvez voir qu'on a identifié quand même un paquet de préoccupations qui sont assez conséquentes, notamment l'accessibilité aux aliments, la mortalité, etc., qui sont vraiment prioritaires. Puis notre dernière question à ce sujet, c'était vraiment, ok, quand vous êtes face à ces préoccupations, est-ce que vous pouvez lutter contre elles? Est-ce que vous avez les ressources? Puis vous pouvez voir les pourcentages ici. On voit que c'est vraiment très faible, là, le nombre de oui. Il y a encore plus au Burkina. Vous avez comme 1,9% de femmes qui nous ont dit qu'ils avaient assez de ressources. Donc là, la problématique de ce projet, donc vous voyez qu'on a identifié des femmes éleveuses qui ont des animaux, qui identifient que c'est crucial pour leur survie alimentaire et il y a des préoccupations auxquelles elles ne peuvent pas faire face. Donc globalement, pour la suite, comme je disais, c'est préliminaire. Là, il y a encore des données qui vont être collectées, etc. On a des activités de sensibilisation, etc. qui vont être faites. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et la dernière slide que je voulais vous présenter, c'était vraiment les enjeux, donc la discussion, de vous dire qu'un projet comme ça, c'est vraiment colossal parce qu'on a vraiment des aspects de recherche et de mise en œuvre, donc vous comprenez bien que c'est compliqué, même s'il y a beaucoup d'avantages. Et ce qui est vraiment important, je vous renvoie à mon enjeu tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas créer plus de vulnérabilité avec des projets comme ça. Donc on ne peut pas dire « Ah, votre animal est malade, on va juste l'abattre ». Non, évidemment, c'est substantiel pour eux. On ne peut pas proposer des solutions comme ça. Donc on doit vraiment venir avec une approche ne pas nuire et pareil pour ne pas créer plus de disparités avec les femmes. On ne peut pas non plus imposer notre vision de l'extérieur, donc c'est pas le but de venir avec une approche coloniale et de dire regardez on va faire ça. Non, il faut vraiment écouter, valoriser l'expérience du terrain, puis c'est eux qui décident, c'est eux qui prennent la priorité sur ce qu'ils veulent.
Puis finalement, on n'a pas vraiment encore trouvé comment on va estimer l'impact d'un tel projet, parce que en fait, on ne peut pas faire de diagnostic directement dans les villages. Donc c'est assez compliqué d'estimer l'envergure d'un projet comme ça, puis de voir concrètement comment nos interventions vont fonctionner. Donc on y travaille encore. Puis vous vous doutez qu'on travaille avec des communautés très pauvres, très vulnérables. Donc il faut évidemment choisir, faire des priorités. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Je vous parlais de l'échantillonnage au départ. On a vraiment dû faire des choix par rapport aux villages qu'on avait prioriser. On a fait ça de façon aléatoire, bien sûr, mais c'est pas forcément évident. Puis forcément, vu qu'on allie des méthodes de mise en œuvre et de recherche, on a vraiment une timeline précise sur le terrain qui nous permet pas d'aller aussi loin qu'on voudrait dans la problématique. Donc on est aussi limité par ces aspects. Donc voilà, puis vous voyez ici les photos qui ont été prises au Sénégal où ça reflète tout à fait la problématique Une Seule Santé, où il y a beaucoup de problèmes et il faut évidemment prioriser. Donc voilà, je voulais juste souligner qu'on est une très grosse équipe, comme je l'ai dit, on est des gens de 3 pays différents, donc il y a vraiment beaucoup de contributeurs, puis tout le monde est super essentiel à ce projet, donc voilà, merci à tous, puis merci pour votre attention. Merci beaucoup, Marine. Alors, dans ce bloc de présentation, nous avons 3 présentations suivies d'une période de discussion de 15 minutes. Donc, j'inviterai la deuxième présentatrice, Virginie, à toi. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Virginie, je suis nutritionniste et aussi candidate au doctorat sous la supervision de Dr Moubarak. Aujourd'hui, je ne vous présente pas les résultats de ma thèse, mais d'un projet sur lequel j'ai contribué dans les dernières années et qui visait à développer un questionnaire simplifié pour mesurer la consommation d'ultra-transformés. Donc, on en parle encore, bien oui. Et je vous remets une définition. Donc, c'est jamais assez, je pense, une définition d'ultra-transformé. Donc, ça se définit comme des formulations qu'on crée à partir d'une série de transformations industrielles qui ne sont pas d'usage culinaire, donc des ingrédients qu'on n'a pas à la maison comme des huiles hydrogénées par exemple, et des additifs cosmétiques comme des arômes, colorants et émulsifiants. Contiennent généralement peu ou pas d'aliments entiers, sont prêts à consommer et ou à cuire et sont souvent riches en sucre, gras et ou sel, mais souvent faibles en nutriments essentiels. On a de plus en plus de données qui démontrent qu'une consommation élevée de ces produits-là est associée à plusieurs problèmes de santé, notamment des problèmes cardio-métaboliques, même la santé mentale et la mortalité prématurée. Pour illustrer le tout, on a des belles petites images. Une chance qu'on a brouillé là, les marques, là, parce que certainement, vous n'avez jamais consommé ces produits. Donc, la liste d'ingrédients, pour répondre à la question tout à l'heure, est super importante pour reconnaître un aliment ultra transformé. Donc, on voit à gauche un produit ultra transformé, donc le beurre d'arachide, dans lequel on retrouve la maltodextrine de maïs, des huiles végétales hydrogénées. Personne n'a ça à la maison, par exemple. Et le produit non ultra transformé qui est simplement fait d'arachide. Un autre exemple, des produits qui ont un aura plutôt santé, généralement, un yogourt ici aromatisé à votre gauche qui serait ultra transformé parce qu'on y retrouve des protéines de lactosérum, de l'amidon de tapioca modifié et bien d'autres colorants et additifs, alors qu'un yogourt non ultra transformé contient simplement du lait et de la culture bactérienne active. Donc voilà pour illustrer encore mieux le concept. Et pour vous remettre en contexte, comme Geneviève l'a mentionné, parce que je répète après toutes les autres présentations, près de la moitié des calories consommées proviennent des ultra-transformés. Et ça, c'est selon nos plus récentes données qui datent quand même de 2015. Donc, ce qu'on constate, c'est que la surveillance de la consommation alimentaire elle est peu fréquente parce que nos méthodes actuelles de collecte de données sont laborieuses, sont coûteuses. Donc, on pense à des rappels de 24 heures. Ça demande plus d'énergie à la population et aux personnes qui les mènent, ces enquêtes. Et pour, en fait, pallier à ce besoin, il y a des pays comme le Brésil qui ont développé des scores, donc des questionnaires simplifiés qui peuvent durer environ 3 minutes pour mesurer rapidement la consommation d'ultra-transformés et avoir une surveillance, justement, un peu plus fréquente. Puis, en fait, au Canada, on n'a pas de tel outil, malgré un besoin quand même exprimé par plusieurs équipes de recherche au Canada. Alors, l'objectif du projet, c'était de développer Evaludi, un outil de mesure simplifiée de la consommation d'ultra-transformés qui pourrait être intégré dans les études de surveillance et de cohorte. Et ça s'est mené en 2 grandes étapes. Donc, la première qui visait à évaluer, développer le questionnaire, tout d'abord basé sur des données nationales, les données d'enquête nationale là, que je vous parlais de 2015. Et d'évaluer la validité d'apparence et de contenu en première étape. En deuxième étape, avec un plus grand nombre de participants, on a pu faire administrer en fait notre questionnaire qu'on avait développé et validé dans un premier temps et d'évaluer la validité de construit, la fiabilité. Je vais vous montrer quelques résultats aujourd'hui, mais c'est un processus qui est toujours en cours.
Juste pour vous dire aussi, avant d'aller plus loin, donc l'outil, c'est un questionnaire qui donne un score. Donc, par exemple, pour le questionnaire qui demande la consommation de la veille, on a un score qui va de 0 à 28 et on a 28 catégories, justement, qu'on a développées et qui permettent d'avoir ce score-là. Donc, pour vous donner une petite idée. Donc, tout d'abord, la première partie, ça a été une étude Delphi avec 15 experts et expertes pour évaluer est-ce que notre questionnaire, notre première version était claire, est-ce que les catégories qu'on a identifiées étaient exhaustives, est-ce qu'il est simple, est-ce qu'il y a une esthétique intéressante pour des futurs usagers. On a fait 2 tours Delphi en fait, pour arriver à un certain consensus, donc à toutes ces questions sur la clarté, l'exhaustivité. Donc, dans notre premier tour, il y avait certains éléments qui n'atteignaient pas le pourcentage d'agrément qu'on avait visé de 80%. Et ça nous a permis de faire quelques modifications à la définition et à l'introduction. Donc, les petites images que je vous ai montrées, c'est ce qu'on montre aux participants quand ils ouvrent notre questionnaire pour qu'ils comprennent bien le concept. Par exemple, on nous conseillait d'ajouter des exemples donc, de produits, par exemple, la catégorie des pains commerciaux. Bien, qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie-là? Donc, on suggérait d'autres exemples de ce qui était inclus, mais aussi ce qui était exclu. Donc, c'est quelques exemples de modifications. Après le deuxième tour, donc, on a atteint un pourcentage d'agrément satisfaisant et on a pu décider de passer à la prochaine étape. Prochaine étape, c'était les entrevues cognitives. Donc, on a réalisé ces entrevues-là pour tester avec des utilisateurs potentiels, donc 60 personnes, pour voir comment ces personnes comprenaient, interprétaient et répondaient au questionnaire. Donc, on a passé des entrevues dans lesquelles ils répondaient au questionnaire et pensaient à haute voix leurs réponses, puis on leur posait des questions aussi pour mieux comprendre pourquoi ils avaient répondu à telle ou telle question dans notre questionnaire. Et on a recruté à l'aide de la firme Léger des participants à travers tout le Canada. Donc, on voulait vraiment avoir des gens de toutes les provinces pour que notre questionnaire rapide de la consommation d'ultra-transformés reflète les produits qu'on retrouve à travers le Canada. On a fait 3 tours d'entrevue avec différents participants, et ce, en anglais et en français. Donc, on a 2 versions aussi anglaises et françaises de notre questionnaire. Donc, dans ces entrevues, on a identifié des problèmes cognitifs, justement, avec celui-ci. Donc, je vous mets quelques exemples pour illustrer. Parfois, il y avait un manque de clarté sur, encore, ce qu'il faut inclure ou exclure. Donc, c'est là qu'on voit que le concept, c'est pas évident toujours à saisir. Et pour ça, on ajoutait des marques, par exemple, de produits qui allaient être inclus dans la catégorie du pain, je répète, ou des fast-foods, ou à exclure. Sinon, parfois, il y avait certaines confusions par rapport à certains mots ou expressions. Donc, par exemple, la question de rappel de 24 heures, on n'était pas tout à fait clair quand on dit hier de minuit à minuit, avez-vous mangé? Les gens, OK, quelle période on fait référence? On a pu ajouter la date exacte pour que les participants comprennent mieux de quelle période de référence on parlait. Et enfin, par exemple, la lisibilité. Initialement, on avait en fait les boissons sur une première liste défilante avec plein de catégories. On voyait que les participants passaient vite d'une question à l'autre, puis manquaient des détails et ne répondaient pas adéquatement finalement à la question. Donc, on a mis une catégorie par page. Donc, voici un extrait là, de 2 catégories. En haut, on a les fast-foods et en bas, le pain avec des catégories qu'on exclut. Donc, par exemple, en bas, vous voyez les tortillas faits à 100% de maïs, donc sont exclus de la catégorie des pains et l'échelle de réponse sur notre questionnaire de la semaine. Donc, rapidement, l'étape 2, on a en fait, la deuxième partie qui visait à évaluer la fiabilité et la validité de construit du questionnaire. Donc, les participants avaient beaucoup de travail. Sur 1 mois, devaient compléter plusieurs questionnaires, dont des rappels de 24 heures, qui est notre méthode de comparaison, le ACA24, mais aussi notre screener sur 1 jour, sur 1 semaine et sur 1 mois. Grâce à la firme Léger, on a encore eu la chance de recruter à travers le Canada beaucoup de participants et ultimement, on a pu utiliser les données de 354 participants. Donc, tout d'abord, on s'est demandé est-ce que les items du test, donc toutes les catégories, sont similaires et mesurent justement la consommation d'ultra-transformés. Donc, à l'aide de la consistance interne, on a pu voir qu'on avait des alphas de Cronbach satisfaisants. Et plus la durée du questionnaire est longue et plus on voit une bonne consistance interne, comme vous pouvez voir ici, 0,86 par rapport à 0,72 ou 63 pour les questionnaires sur une seule journée. On s'est demandé est-ce que c'est reproductible dans le temps pour un même individu. Donc, il y avait 2 semaines entre notre questionnaire sur 1 jour et un autre questionnaire sur 1 jour. Et on avait aussi une corrélation intraclasse satisfaisante. Pour la corrélation de Pearson, donc on voulait voir en fait, est-ce que notre outil mesure ce qu'il doit mesurer en comparant avec la méthode standard traditionnelle qui est les rappels de 24 heures. Et donc, on avait des corrélations. Normalement, une corrélation parfaite, ce serait 1. Donc, on pourrait dire qu'on avait des corrélations modérées par rapport, quand on comparait avec la méthode standard. Donc, on se rappelle,
les participants avaient aussi complété ces rappels de 24 heures-là. Donc, on a pu comparer avec les résultats de notre questionnaire. Et ici, donc, on veut voir aussi, donc, dernier petit point, c'est ce que ça nous permettait aussi de voir comment notre score se compare avec des indicateurs de santé. Donc, par exemple, ici, donc, on a vu qu'en séparant en quintile les scores de notre screener, à partir du 3e quintile, les participants qui avaient consommé dans les plus grandes quantités d'ultra-transformés avaient tendance à dépasser la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la santé de 10 d'apport calorique sous forme de sucre ajouté. Donc, pour conclure rapidement, notre questionnaire, donc c'est un outil qui est valide et fiable pour estimer le niveau de consommation d'ultra-transformés au Canada. Donc, c'est quand même similaire, les résultats que je vous ai montrés, qui ne semblent pas si élevés, à d'autres screeners rapides, comme le Canadian Food Intake Screener, qui a été développé pour mesurer l'adhérence au guide alimentaire canadien. C'est un score aussi qui permet de différencier les faibles et les grands consommateurs de ces produits, et l'interprétation du score doit être encore étudiée. Quelques limites, donc on sait que les produits changent beaucoup sur le marché, donc ça va être un défi de toujours mettre à jour, disons, les catégories, les exemples de marques, et ça requiert une certaine formation pour les utilisateurs pour faciliter la distinction entre ce qui est ultra et ce qui ne l'est pas, donc d'où l'importance de la petite définition et les images du début. Puis voilà, c'est un outil qui est simple, rapide à utiliser et à usage multiple. Puis notre processus a été un processus rigoureux qui a permis de comprendre aussi les biais associés à la mesure auto-rapportée de la consommation alimentaire. Donc voilà. Merci. Merci Virginie. Alors, j'inviterai Valérie Levaché à venir faire la dernière présentation. Et ensuite, on va continuer avec la période de questions. Désolée. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Oui, dans le fond, je suis étudiante au doctorat en santé publique, mais aujourd'hui, je vais vous présenter mes résultats de maîtrise. Donc, mon projet de maîtrise portait sur les déterminants sociaux de la consommation d'aliments ultra-transformés chez des enfants noirs de descendance africaine et caribéenne à Ottawa. Vous avez eu beaucoup d'introductions aujourd'hui aux aliments ultra-transformés, mais encore une fois, je vais vous faire un petit rappel. Donc, c'est des produits alimentaires formulés de manière industrielle, puis en fait, qui sont généralement riches en sodium, en sucre et ou en gras saturés. Moi, dans le fond, dans mon projet de recherche, l'indicateur qu'on a utilisé, c'est le pourcentage d'apport d'énergie provenant des aliments ultra-transformés. Donc, notre problématique actuelle, en fait, c'est que la consommation d'aliments ultra-transformés est associée à une diminution de la qualité de l'alimentation et à une augmentation des risques pour la santé. Une augmentation de 10 % de l'apport énergétique provenant des aliments ultra-transformés augmente de 15 % le risque de mortalité chez les adultes. Puis, dans le fond, les personnes noires adultes et aussi les enfants, tout le monde, sont parmi les groupes qui ont les plus grandes consommations d'aliments ultra-transformés. Notre objectif, dans le fond spécifique, c'est d'explorer les déterminants sociaux de la consommation d'aliments ultra-transformés d'enfants noirs de descendance africaine et caribéenne à Ottawa. Notre devis de recherche, dans le fond, en fait, moi, c'était une analyse secondaire de données quantitatives qui s'inscrivait dans un plus grand projet. C'était une étude transversale. Puis, le projet initial avait reçu l'approbation éthique de l'Université d'Ottawa, mais moi, spécifiquement, mon analyse secondaire a reçu l'approbation éthique de l'Université de Montréal. Donc, notre population à l'étude a été recrutée par un échantillon non probabiliste de 2014 à 2015, puis on a recruté 174 dyades de mères et d'enfants. Puis pour être inclus dans le fond dans l'étude, il fallait qu'ils s'identifient comme une femme noire, qui soit née en Afrique subsaharienne ou dans les Caraïbes, qui parle français et ou anglais, qui ait un enfant âgé entre 6 et 12 ans, puis qui vive à Ottawa. Puis on a reçu à la fois le consentement dans le fond des mères et des enfants pour participer à l'étude. Ici, dans le fond, je vous présente toutes mes variables indépendantes. Ces variables-là ont été collectées à l'aide d'un questionnaire portant sur les caractéristiques démographiques et socio-économiques des mères et des enfants. Ensuite, on a effectué aussi un rappel alimentaire 24 heures de l'alimentation des enfants. Puis avec ces données-là, on a été capable de calculer les apports énergétiques. Puis avec les calculs des apports énergétiques, on a finalement pu calculer l'apport énergétique spécifiquement qui provenait des aliments ultra-transformés, ce qui est ma variable dépendante. Donc, les analyses ont été réalisées avec SPSS, puis j'ai effectué des analyses bivariées et des analyses de cluster two-step.
Donc, ici, je vous présente les caractéristiques de mon échantillon. Donc, premièrement, pour les mères, en fait, elles étaient âgées entre 25 et 55 ans, avec une moyenne de 39 ans. Le 2/3 provenait d'Afrique subsaharienne et le 1/3 des Caraïbes. La majorité des immigrantes étaient établies au Canada, ça veut dire qu'ils étaient ici depuis 10 ans et plus. Puis, on avait davantage de participantes qui étaient des demandeuses d'asile et des réfugiés. Également, il y avait 45 des participants qui vivaient dans des ménages en situation d'insécurité alimentaire. Puis, chez les enfants, il y avait une moyenne d'âge de 9 ans. On avait à peu près autant de filles que de garçons. Puis, pour ce qui est de leur apport énergétique quotidien provenant des aliments ultra-transformés, c'était de 56 %. Puis, dans le fond, ça a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui, mais c'était assez similaire, dans le fond, à des résultats précédents qu'on avait eus dans des enquêtes nationales de 2015 qui montraient que pour les enfants canadiens de 6 à 12 ans, c'était 53 %. Fait que c'était également plus de 50 %. Merci. Ensuite, ici, dans le fond, je vous présente les associations entre les déterminants sociaux et le pourcentage d'apport énergétique provenant des aliments ultra-transformés. Je vous ai uniquement présenté les variables pour lesquelles on avait des associations significatives. Donc, premièrement, en fait, pour la durée de résidence, les enfants dont les mères étaient immigrantes établies au Québec, soit depuis 10 ans et plus, avaient un apport significativement supérieur aux deux autres catégories. Ensuite, pour ce qui est de la catégorie d'immigration, dans le fond, c'est les enfants dont les mères étaient de regroupement familial qui avaient aussi des apports significativement supérieurs aux deux autres groupes de catégories d'immigrants. Puis, pour l'insécurité alimentaire, c'était les enfants dans des ménages en situation de sécurité alimentaire qui avaient un apport plus élevé que ceux en situation d'insécurité alimentaire. Ensuite, ici, je vous présente, dans le fond, les profils qui sont ressortis de l'analyse de cluster. Dans le fond, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'analyse de cluster, ça a fait des regroupements naturels des participants en fonction de certaines caractéristiques. Dans ce cas-ci, leurs déterminants sociaux. Donc, notre premier profil, c'est le profil qu'on a intitulé désavantagé. Donc, les enfants dans ce groupe-là, en fait, leurs mères étaient principalement des immigrantes économiques africaines très récentes, dont de 5 ans et moins. Et il y avait aussi beaucoup de demandeuses d'asile ou de réfugiés. C'est également des familles avec des revenus plus faibles puis qui vivaient davantage d'insécurité alimentaire. Puis les enfants dans ce profil-là, en fait, il y avait une consommation d'aliments ultra-transformés qui représentait 50 % de leur apport énergétique. Puis, dans le second profil, en fait, c'était le profil établi. Donc, les enfants dans ce groupe-là, leurs mères étaient des immigrantes qui étaient ici depuis 10 ans et plus, davantage. Il y avait été davantage également des Caraïbes, un peu également des immigrantes africaines, puis beaucoup de regroupements familial. C'est aussi des familles avec des revenus plus élevés puis qui vivaient davantage de sécurité alimentaire. Puis, dans le fond, les enfants dans ce second profil-là, eux, il y avait un apport énergétique de 59 %. Voilà. Puis, il y avait une différence significative entre les deux groupes, même si la taille des faits était assez faible. Donc, dans l'étude, en fait, dans les limites, en fait, c'est que les résultats sont non généralisables. Il y a une confusion également possible de l'effet de la résidence, de la durée de résidence avec des effets de cohorte d'immigration. Les données d'apport alimentaire autorapportées sont toujours sensibles aux erreurs aléatoires et systématiques. Toutefois, les rappels alimentaires, c'est quand même la méthode de choix pour limiter ces erreurs. Également, pour l'analyse de clusters, on a supposé en fait que les données pouvaient être décrites par des clusters. Et voilà. Et également, mon hypothèse d'indépendance des variables n'a pas été respectée, même si l'analyse de clusters est supposée être assez... l'analyse est supposée être assez robuste à cette violation d'hypothèse. Ensuite, en fait, pour revenir à l'ensemble des résultats, il y a une certaine convergence des caractéristiques des clusters avec les résultats des analyses bivariées qui suggèrent, dans le fond, qui rappellent les associations précédentes, mais aussi qui suggèrent une certaine interconnexion des déterminants sociaux, à savoir que, dans le fond, c'est les enfants dont les mères qui ont une plus grande durée de résidence au Canada, mais également ceux qui sont de regroupement familial et qui vivent dans des situations de sécurité alimentaire qui consomment davantage d'aliments ultra-transformés.
Puis dans le fond, c'est vraiment la durée de résidence et la catégorie d'immigration pour lesquelles il y avait les différences les plus importantes. Puis pour ce qui est de la durée des résidences, en fait, c'est en accord avec d'autres résultats précédents qui montraient aux États-Unis qu'il y avait une association positive entre la durée de résidence et la consommation d'aliments ultra-transformés chez les adultes. Puis pour la catégorie d'immigration, c'est la première fois que c'est pris en considération dans des études par rapport à la consommation d'aliments ultra-transformés à notre connaissance. Donc, on croit que, en fait, la catégorie d'immigration agit comme un proxy de l'augmentation de l'exposition à un environnement alimentaire spécifiant, en fait, à l'environnement alimentaire canadien qui est très riche en aliments ultra-transformés. Puis, parce que, veut pas, pour pouvoir parrainer les mères, il faut qu'il y ait un membre de la famille qui soit ici au Canada depuis assez longtemps pour devenir résident permanent et faire les démarches administratives qui peuvent être assez considérables. Puis, ainsi, l'augmentation du temps de résidence au Canada, soit de la mère ou d'un autre membre de la famille, encouragerait la consommation d'aliments ultra-transformés des enfants. Puis, pour ce qui est de l'insécurité alimentaire, en fait, nos résultats contrastent avec des résultats précédents au Canada, pour lesquels c'était davantage les personnes en situation d'insécurité alimentaire qui consommaient plus d'aliments ultra-transformés. Potentiellement, en fait, il faudrait... une de nos hypothèses, c'est peut-être qu'il y a le fait de faire davantage de repas faits maison, ce serait une technique de mitigation plus importante chez ces mères immigrantes. Mais il faudrait faire vraiment davantage de recherches pour voir comment l'impact justement de la catégorie d'immigration, la durée et l'insécurité alimentaire se traduit dans d'autres populations immigrantes et autres. Et fait que voilà, j'aimerais juste remercier, dans le fond, les bailleurs de fonds qui ont financé le projet, mais également qui m'ont fourni des bourses d'études, et les participants et tous les organismes les partenaires communautaires sans qui le projet n'aurait pas été possible. Merci beaucoup. Je vais t'inviter à prendre place à la table. Je vais inviter... donc, on a une période d'à peu près 12-13 minutes de questions avec l'auditoire. Virginie, s'il te plaît. Marine, merci. Donc, chers participants, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Donc, on a entendu parler d'ultra-transformés, de recherche sur les ultra-transformés, d'un côté, et de l'autre côté, d'un projet vraiment une seule santé. Vraiment intéressant. Merci, Marine. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour Marine ou bien Virginie et Valérie? On a une question en ligne. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. C'est une très longue question. Donc, pour Marine. Donc, merci pour la présentation très pertinente. Vous parlez de ne pas imposer une vision coloniale, mais en même temps, vous dites « il faut écouter ». Déjà, se définir dans une posture d'écouter est en soi un positionnement de domination, le fameux « qui suis-je ». Il ne suffit pas de justice épistémique. Il faut une justice ontologique. En gros, est-ce que le projet est vraiment le problème premier des populations à l'étude? Merci. Merci, c'est une question bien pertinente. Oui, j'ai peut-être pas eu le temps de le développer en détail là parce que en 10 minutes c'est compliqué. Mais oui, il faut savoir que déjà le projet, comme je le disais, oui, quand je dis écouter, c'est parce que on a un projet de co-construction avec des communautés. Donc les communautés, quand je dis qu'on les écoute, c'est que déjà on a un projet qui allie des équipes au Sénégal, au Burkina Faso et au Canada. Donc on a des chercheurs de plein de disciplines là, de vétérinaires, santé publique, santé mondiale, etc. On a des sociologues, on a des agents en santé environnementale, etc. Donc ça, c'est vraiment notre noyau d'équipe. Puis ensuite, on co-construit avec les communautés. Donc on va vraiment leur demander dans les communautés, en fonction de ce qu'on a, je veux dire, découvert dans nos recherches et en fonction de nos enquêtes, qu'est-ce qui les intéresse le plus, comment est-ce que ça les impacte, qu'est-ce qui serait intéressant pour eux de mettre en place dans leur communauté, est-ce qu'ils ont besoin qu'on mette en œuvre, par exemple, des puits de forage, on ne va pas faire ça là, mais je donne des idées, est-ce qu'on a besoin qu'on mette en place des congélateurs pour stocker la viande des animaux d'élevage. Donc c'est
ça que je parle d'écoute, c'est qu'on écoute les communautés, on écoute vraiment leur priorisation, parce que c'est vraiment ça, le but c'est de les mettre en avant et pas de répondre à nos questions de recherche, parce que non, c'est pas le but, et c'est pour ça qu'on allie une méthode de mise en œuvre et de recherche. On essaye de faire les deux, mais l'important c'est les communautés, donc ça passe avant nos problèmes, nos problématiques de recherche, mais c'est sûr que c'est un arrimage des deux qui est parfois complexe, vraiment. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Ça, on ne le saura pas. Oui, c'est ça. D'autres questions? Questions en ligne? Questions dans la salle? Est-ce qu'il y avait d'autres questions en ligne, Annabelle? Non? Il n'y en a pas d'autres? OK. Annabelle, c'est bon, merci. Tu as besoin de courir. Merci. Iman, je vais faire du pouce un peu sur la question puis la réponse. Je me demandais, c'est Marine, hein? Au milieu? Oui, c'est ça, c'est pour toi. Oui, c'est ça. Concrètement, là, donc vous avez des résultats préliminaires du questionnaire, ça montre des grands besoins, peu de levier pour agir sur ces besoins. Comment ça fonctionne ensuite, le retour puis la co-construction de solutions? Est-ce que vous allez retourner voir ces femmes qui ont répondu au questionnaire? Comment se passe cette discussion? Oui, merci. Oui, donc c'est ça. Donc là, c'est vraiment les résultats préliminaires des enquêtes. On s'abreuve aussi vraiment des résultats des revues de littérature. Puis là, on est en train de mener actuellement, ils sont sur le terrain, nos collaborateurs, pour mener les enquêtes qualitatives. Donc là, on va vraiment plus aller chercher des expériences, des témoignages des femmes éleveuses, leur demander concrètement, par exemple, vous avez vu, on a identifié les problématiques de mortalité chez les nouveau-nés. Donc là, on va vraiment leur demander, OK, qu'est-ce que vous avez vécu, quand est-ce que c'était, en quoi c'est une problématique, etc. Et puis, le but, c'est vraiment de cibler les problèmes. Donc on va faire ce qu'on appelle une analyse multicritère. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais le but, c'est vraiment d'identifier à travers des critères qui sont primordiaux pour eux, des priorités, et donc de cibler ces priorités et de cibler aussi des maladies, parce que le but, pareil, c'est pas de dire « Ah, on veut travailler sur cette maladie », c'est de voir quelles sont les maladies qui les impactent, puis de voir quels sont leurs animaux qui sont impactés, et puis qu'est-ce qui les intéresse d'être mis en place. Donc, c'est ça. Ici, on fait vraiment de la consultation, c'est vraiment tout le temps de la recherche, de la mise en œuvre, puis on les consulte. Et là, ici, dans l'année, on va avoir les interventions sur base des résultats, on va leur présenter, et puis on va voir vraiment, on va prendre des décisions avec eux. On a vraiment des réunions qui sont prévues tout le temps avec nos équipes et avec les communautés, où là, on va leur demander, OK, voilà ce qui est possible de faire, voilà qu'est-ce qu'on a comme résultat, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qu'on priorise. Ça va être basé sur plusieurs outils de décision, et c'est comme ça que ça va se mettre en œuvre petit à petit. Puis après, il faut savoir qu'on a vraiment des méthodes aussi de formation par la suite, de sensibilisation qui assureraient idéalement la pérennité du projet. Donc, il y a vraiment beaucoup d'activités qui sont prévues autour. Merci. Rosanne? Merci. Moi, j'ai une question pour Virginie. En fait, peut-être que tu l'as dit puis j'ai oublié, mais je me suis demandé s'il y avait d'autres screeners dans d'autres pays, puis comment est-ce qu'ils se comparaient aux vôtres, parce qu'on sait qu'avec le système alimentaire qui est de plus en plus mondialisé, je veux dire, c'est les mêmes... c'est le craft, peu importe où on habite, là. Ouais. C'est ça, j'ai mentionné rapidement au début le screener du Brésil, qui est comme les premiers, là, comme c'est eux aussi qui ont développé la classification NOVA. En fait, on ne pouvait pas non plus copier-coller leur screener parce qu'on n'a pas le même système alimentaire, le même environnement alimentaire. Donc, c'est inspirant pour le modèle puis la question de screener rapide, mais c'est ça, on a dû repartir from scratch avec nos données. C'est ce qu'on savait sur la consommation d'ultra-transformés aussi au Canada. Il y a l'Équateur, le Sénégal aussi, qui ont adapté, eux, ils ont adapté le questionnaire du Brésil. Donc, ils ont vu quelles catégories on pouvait conserver, celles qu'on ne conservait pas. Ils ont un peu moins de catégories, je pense qu'ils en ont 23 au Brésil. Nous, on est à 28. Mais c'est ça, on fait des analyses en ce moment pour voir si est-ce que le screener pourrait être utilisé aussi avec moins de catégories pour que ce soit encore plus rapide. Est-ce qu'il y en a qui pourraient être retirés sans affecter le score, par exemple, puis nos analyses qu'on a faites. Donc, voilà, ça répond un peu à ça. Donc, je pense tranquillement, ça va pousser un peu partout, mais je pense que c'est important que chaque pays développe leur propre screener parce que, comme je dis, on a des environnements alimentaires différents quand même d'un pays à l'autre. Donc, voilà. Merci. D'autres questions? Bien, moi, j'en ai une pour toi, si je peux me permettre. Virginie, j'ai une question pour toi aussi. OK, tu as parlé de la validité de contenu, puis vous avez fait aussi un pilote auprès de 400 personnes. Oui. OK. Est-ce que
je l'ai peut-être manqué. Est-ce que tu as décrit ton échantillon? Vous avez fait ça auprès de qui? Oui, bonne question. Non, effectivement, je me disais, ça aurait été important de le mettre. Mais en fait, on a été chercher des participants dans toutes les provinces. Pour l'échantillon de 400 participants, on avait un petit peu plus d'anglophones, effectivement, vu qu'il y a plus de provinces anglaises. Mais c'est 25-75. On a de tout âge, donc assez bien répartis dans l'âge, donc entre 18 et 60. On n'a pas cherché des participants au-delà de cet âge-là parce qu'il y avait risque peut-être au niveau cognitif, on voulait avoir des participants, on serait certain que... donc, c'est ça. Après l'âge, c'est une recommandation d'une chercheuse canadienne qui a développé le screener sur l'adhérence. Donc, on a suivi ces recommandations-là. Même chose pour les jeunes, ça demande aussi d'autres considérations également. Puis, l'éducation, c'est assez bien réparti. Par contre, au niveau, on n'a pas eu de personnes avec moins qu'un diplôme d'études secondaires. Donc, on en a quand même un 20 avec un diplôme d'études secondaires seulement, mais pas moins. Donc, effectivement, il y aurait besoin de probablement d'autres études avec des personnes avec un plus faible niveau de littératie. Donc, on a, c'est ça, à peu près 20 études secondaires, un 30 avec moins qu'un diplôme baccalauréat, par exemple, puis un 36 donc avec plus d'études. Donc, parce que tous les travaux qui entourent le développement de screeners comme ça, comme celui, en fait, sont testés auprès d'une population extrêmement homogène. Oui. Scolarisée, de race blanche. Mais c'est ça. Des donc, madames, beaucoup de madames. Ouais. Qui font attention à leur santé. Au niveau du genre, par contre, c'était 50-50, pas mal. Donc, on a pu moduler un petit peu ça. Mais on est très conscient, puis ça, je ne l'ai pas mentionné, mais il y aura besoin d'autres validations. Puis effectivement, même au niveau des groupes ethnoculturels, on n'a pas regardé ça. Parce qu'on voulait vraiment juste regarder au niveau de qu'est-ce qu'on a comme offre. Est-ce que c'est reconnu par les gens qui habitent au Canada depuis au moins 1 an, peu importe de quelle origine ils viennent. Donc, je pense qu'ultimement, effectivement, peut-être voir de le tester avec des communautés moins éduquées, puis différents groupes ethnoculturels. Donc, ouais. C'est encore en cours, mais c'est un premier modèle qui existe puis qui, je pense, va être quand même utile, mais d'autres validations à venir. Ouais. Merci. D'autres questions? Eh bien, il est 16h56, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, on va remercier... Merci à tous ceux qui ont présenté cet après-midi. Merci beaucoup pour vos présentations intéressantes.